Bonjour Marjorie, Bonjour Marine. merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode. Je te laisse commencer par te présenter. Alors, donc je m'appelle Marjorie, j'ai 38 ans. Mhm. Je suis maman de 2 enfants qui sont nés en 2015 et 2018. Je suis originaire d'Alsace, donc l'Est de la France, et ça fait maintenant 16 ans que je suis en région parisienne. J'étais enseignante et il y a 5 ans, j'ai changé de métier. Je suis à mon compte maintenant, je suis entrepreneur et j'ai développé ma société principalement en Europe. Tu partages ta vie avec quelqu'un? Oui, bah justement, je suis venue en région parisienne pour le retrouver pour le ici. suivre. C'est ça, lui, il est d'ici, il a toujours été D'accord. d'ici. Et donc, je suis venue à 16 ans pour le rejoindre, Ok, avant d'avoir les enfants et tout avant ça. d'avoir les enfants. Ouais. Très bien. Je ne sais rien du tout, moi, de toi, vu que c'est Tony qui s'est occupé de ton casting. Donc, je ne sais pas par où commencer dans ton histoire de vie. Alors, je vais simplement te demander de, toi, me raconter un peu ton parcours depuis depuis le moment où tu as envie d'en parler. Je pense que je vais commencer par l'élément principal qui a bousculé et bouleversé ma ligne conductrice de vie, Voilà, où on est on va dans le dire. métro, boulot, dodo, tout va bien, on fait notre chemin. En 2017, j'ai eu un énorme problème de santé. Je me suis retrouvée hospitalisée, opérée de la colonne vertébrale et paralysée de la jambe gauche, et aussi de la vessie, enfin des problèmes aussi au niveau de la vessie. Et j'avais déjà mon premier enfant qui avait 2 ans et demi. Et j'étais à ce moment-là donc enseignante. J'avais ma maison que j'avais achetée, j'avais ma vie de couple, ma vie de famille, mon métier. J'avais réussi à construire finalement tout ce qu'on pense qu'il est indispensable de construire. C'est ça, ouais. Et donc 2017, hospitalisée pendant 6 mois, je suis restée à l'hôpital pour réapprendre à marcher. Mais Donc là, ça a été un gros c'est arrivé bouleversement. comme ça. Ça a été crescendo. Si je retrace le chemin, je suis ancienne sportive de haut niveau. J'étais en équipe de France de badminton. J'ai commencé le sport à 7 ans, très jeune, et je suis partie en internat à 11 ans, donc très jeune. Ah oui. Et j'ai commencé à avoir des problèmes de douleur au dos notamment, mais de douleur et de fatigue très jeune aussi, 16 ans, même 14. Mais 16 ans, on m'a décelé une première hernie discale. Et j'ai arrêté d'ailleurs le haut niveau suite à ça, autour de 20-22 ans. J'ai cause des douleurs. Voilà, cause des douleurs, les hospitalisations, les injections, les crises. Les sciatiques qui parlent à beaucoup de personnes, je pense, notamment quand on est enceinte. Ouais, moi j'ai de la chance, j'échappe à ça. Mon médecin traitant de l'époque me disait que c'était dans ma tête et que j'étais trop jeune pour avoir des problématiques plus poussées. Et donc c'est ma mère qui à l'époque avait fait des 1000 et des 100 pour que j'ai des examens, des IRM. Et donc là, ils ont vu les images, ils ont dit en fait, elle a vraiment quelque chose. C'est pas juste dans sa tête et elle est jeune, mais elle a ça. Bien sûr. Donc il y avait déjà des prémices de tout ça. D'accord, mais est-ce que c'était dû au fait justement que tu aies commencé le sport très tôt ou pas du tout? C'était juste ton corps qui... Est-ce que ça tu le sais ou tu le sais peut-être pas d'ailleurs mais... Alors, je le sais maintenant depuis 2019, j'ai l'historique. Parce qu'en 2019, donc 2 ans après ma première intervention chirurgicale, j'ai eu des examens complémentaires pour un préopératoire. Et en fait, ils ont décelé une maladie dégénérative, une maladie auto-immune. Donc, j'ai une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie qui évolue dans le temps, donc qui se stabilise, qui peut se stabiliser mais qui se guérit pas. Et c'est une inflammation des articulations. Et ça part du bassin et ça prend la colonne vertébrale et ça peut atteindre les membres, les jambes et les bras. Donc je te laisse imaginer le chemin de la colonne vertébrale, les opérations, etc. Et donc en fait ça a clairement en fait mis des mots sur tout ce que j'avais subi pendant des années, parce que 2017, j'avais quel âge ? J'avais 31 ans, et j'ai commencé à avoir des douleurs à 14 ans. Oh. Donc le chemin en fait de l'errance médicale a été très très long là-dessus. C'est interminable. Voilà. Et a priori, 2017, ça a été, mon fils avait 2 ans et demi, il est en janvier 2015. Les hormones ont aussi pu jouer et potentiellement aggraver les choses finalement. Ouais, accélérer aussi peut-être. Ouais, accélérer. Et puis après, quand on est maman, on porte. On pense un peu moins. Voilà, on pense plus trop à nous. C'est autour de nous. Donc, et puis il était tout petit, 2 ans et demi, donc forcément c'est l'âge aussi où ils sont pas encore à l'école.
Tu t'en occupes quand même beaucoup. Ouais, c'est... Et t'avais déjà... Non, t'étais encore enseignante à ce moment-là, t'as Oui, dit. j'étais encore Donc enseignante. t'avais quand même ton boulot quand même qui est prenant. Ouais. Ok, bon. Et donc la première... donc là, t'as subi des interventions. T'es allée Oui. en rééducation par la suite. Oui, c'est ça, en Parce centre que de rééducation. tu pouvais plus... Non, mon pied, enfin ma jambe gauche après l'opération ne bougeait toujours pas alors qu'il avait été, les nerfs étaient libérés, donc il aurait dû refonctionner, etc. Mais en fait après l'opération, il n'y avait toujours pas cette réaction. Et il y a des stades dans les compressions nerveuses des racines où quand ça fait depuis trop longtemps, parfois c'est irréversible. D'accord. Ah oui. Donc moi, je l'entendais pas ça et on me l'a pas dit non plus verbalement que ça pouvait être irréversible. On m'a laissé faire mon chemin en me disant mais on ne sait pas ce qui va se passer. Ah oui. Mais moi, en centre de rééducation, j'étais dans ma tête, mon mindset, c'était je veux être à nouveau debout, faire des activités avec mon fils, être présente, retrouver ma vie en fait d'avant. Voilà. Mais en même temps, est-ce que j'avais envie de retrouver ma vie d'avant ? C'était ma vie d'avant de tête baissée dans le guidon. Je suis le chemin que je pense être le bon. Oui, c'est ça. Dans ton esprit, ça avait aussi changé des choses ça à ce niveau-là. Ouais. Ça a vraiment tout changé d'un point de vue personnel, professionnel. Ça a été vraiment un tsunami parce que j'ai perdu beaucoup d'amis autour de moi. Ah oui. Dans une épreuve comme ça, difficile. Du coup, les gens se sont un peu écartés. C'est ça. Et puis, il y a des personnes qui ne savent pas, en fait, comment réagir face à ça. Et puis, ça fait peur. Et puis, aller voir des gens à l'hôpital, c'est pas non plus le truc le plus fun. Ouais, on le sait maintenant que souvent, ce genre de situation amène à des ruptures amicales. C'est vrai. Donc derrière, il fallait se reconstruire, remettre en place des choses. Et pour autant, pour moi, la douleur depuis 2017 ne m'a jamais quittée. J'ai bien plus de problèmes de santé maintenant encore parce que j'ai d'autres maladies et d'autres symptômes qui se sont déclarés par la suite en effet domino en fait. Qui sont liés Qui peuvent être liés pour certains et d'autres où on n'a pas encore la réponse. Les symptômes, tout ce qui est fibromyalgie, donc ça, ils ont commencé à mettre un nom dessus maintenant il y a peut-être 2 ans. Après, j'ai des douleurs musculaires où j'ai une maladie qui attaque les muscles, donc mes muscles s'autodétruisent entre eux. C'est un peu le phénomène Pac-Man, si on mange le petit bonhomme qui vient. Oui, du coup, j'ai l'image. Ouais. Ça permet de mieux comprendre. Voilà. Et beaucoup de fatigue. J'ai une atteinte cérébrale aussi, avec une atteinte neuropathique des 4 membres. Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais pour autant, 2017 a été le tsunami, mais ça a été le plus beau cadeau que je puisse avoir. Ça a tout remis à plat. Et ça m'a permis de me centrer sur qui j'étais, qu'est-ce que je voulais, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux apporter, qu'est-ce que je veux mettre en place. C'est le château de cartes à reconstruire. En même temps, c'est aussi le moment dans ta vie où je pense que tu as eu beaucoup de temps pour réfléchir à plein de choses. Et du coup, remettre un peu en ordre tout ça. 6 mois, tu dis, de rééducation ? 6 mois de rééducation. Et en fait, tous les jours, je continue. J'ai de la rééducation à vie. Ouais. Mais 6 mois en centre de rééducation, vraiment. D'accord. Avec médecin, kiné, ostéo, ergothérapeute. C'était plein de temps, en fait. C'est 9h, 16h. Oh. Ouais. C'était intense. Et donc, à partir de quand tu as mis en place les changements que tu avais en tête Eh ben, j'ai pas trop eu le temps de les mettre en place parce que j'ai fait... Donc, j'ai été opérée en août 2017 et en décembre 2017, j'ai fait une récidive et ils m'ont renvoyée à la maison en me sortant du centre de rééducation en me disant que de toute façon, j'allais repasser par la case opération. Obligatoirement. Même si tu avec du matériel dans la colonne vertébrale, etc. Et en fait, si tu veux, je suis sortie du centre de rééducation en décembre. Et j'avais connaissance de tous mes examens. Je voyais mon chirurgien en janvier, le 9 janvier. Je connaissais... je savais ce qu'il allait me dire, en fait, à force de voir les clichés. On sait, quand tu baignes dans le milieu médicalisé, tu connais et t'anticipes quand ils disent plus rien. C'est que ça craint. Tu connais par cœur maintenant c'est ça. Les réactions. Et donc ça, c'était le 9 janvier, mon rendez-vous. Et en fait, début janvier, je me rends compte que... il y a un truc bizarre qui se passe dans mon corps. Et je me dis, dans le doute, je vais faire un test de grossesse.
Parce que j'ai les mêmes symptômes que ma première grossesse. Et c'est juste pas possible parce que je venais d'enlever mon stérilet parce que j'avais fait un rejet post-opératoire. Ah. Mais en même temps, il n'y avait pas trop de possibilités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était improbable. Ouais, pour toi, c'était improbable. Un ressenti, mais tu t'es dit, oh, c'est pas possible de toute façon. J'ai fait un même, test quand même. même mon compagnon, il m'a dit, non, mais, mon cœur, t'es gentil, mais c'est pas magique non plus. Il m'a dit, mais non, mais c'est pas. Enfin, là, je veux quand même en être sûre parce que je vois le chirurgien, donc faut qu'on vérifie, quoi. Bah, de toute façon, t'étais obligée peut-être avant de passer. Oui, de toute façon, voilà, avant l'opération, mais même avant de savoir ce qu'il allait me dire. Ah bah oui. Et là, je fais le test le 7, donc 2 jours avant mon rendez-vous, et je suis bien enceinte. T'es bien enceinte. Je suis bien enceinte. Je suis enceinte de. C'était marqué 3-4 semaines. Ah oui, donc oui. Donc j'étais bien enceinte. Ok. Et donc voilà. Et là, c'est. Je suis partie dans l'euphorie et les larmes. L'euphorie et les larmes. Je me suis dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'était pas du. Ouais, c'était. On est tombé des nues. Ouais, c'était quand même une belle nouvelle parce que, ouais quelque part, c'était quand même. Oui, c'était vraiment une très belle nouvelle quand même parce que ce projet de deuxième enfant, on l'avait. Voilà. Il était juste pas au bon moment. Enfin, il était pas calé là, mais on l'avait dans notre tête. Et c'est vrai que tout ce qui, enfin, le fait d'avoir été opérée, d'être hospitalisée, c'était dur émotionnellement. Bien sûr. De se dire, il va falloir attendre. Que je me rétablisse, de voir ce qui va se passer pour potentiellement vraiment se lancer dans un deuxième projet. En fait, elle était déjà là. Et à côté de ça, quand j'ai appris la grossesse, donc j'ai vu mon chirurgien 2 jours après, il me dit, je ne lui dis pas ma grossesse tout de suite, je veux d'abord entendre ce qu'il a à me dire. Oui, pour pas que ça change peut-être son interprétation. Je voulais vraiment. Et donc, il m'explique le projet. Donc, on passe au bloc... dans le mois en fait, on passe au bloc. L'intervention, c'est une ouverture au niveau du ventre, un petit peu comme une césarienne, mais un peu plus haut. Donc on ouvre le ventre, on met le matériel dans la colonne et puis ensuite on repasse par le protocole que j'avais eu avec le centre de rééducation. Pas le droit de s'asseoir pendant 45 jours, alité, enfin voilà, des choses lourdes et puis aussi des médicaments lourds. Et oui, en plus, qui sont complètement incompatibles avec une grossesse, j'imagine. Et c'est vrai que c'était drôle parce que, enfin, même le jour J, je l'ai vécu d'une manière très drôle et lui aussi, parce que quand il a fini tout ça, il me dit bon bah alors on met la date et là je l'ai regardé en lui disant un petit problème. On va attendre 9 mois. Il m'a dit vous avez pas confiance en moi maintenant, toujours pas. Non, c'est pas ça, c'est que je suis enceinte. Et donc là il m'a dit j'ai le droit de dire des gros mots. Non, il m'a dit oh putain de merde. Avec une tête, et elle m'a dit enfin, félicitations, je sais plus quoi dire. Ah là, il était perdu. Il était perdu tout autant que moi. Oui, parce qu'après, il propose quoi après ça? Et c'est ça, c'est que là, il savait plus vers où aller, donc il m'a dit bon, ben en fait, c'est à vous de prendre la décision. Soit, si on part sur l'opération, en tout cas, vous pouvez pas être enceinte. Donc, est-ce que vous voulez faire cette grossesse, sachant que, waouh, bon courage. C'est horrible, cette question de. Soit, voilà. Et du coup, j'ai vu enfin, moi, c'était pas dans ma tête de laisser passer cette chance-là. Mais en même temps, il fallait quand même se poser les questions. Et le premier rendez-vous que j'ai fait avec ma gynécologue, donc moi, quand même, super contente, mais du coup, je vais devoir prévenir qui? Rappelez-moi le protocole, je sais plus qui je dois prévenir, mon employeur, quand et tout. Et en fait, elle m'a tout de suite calmée. Elle m'a dit, écoutez, en fait, vous avez 80% de chances que cette grossesse n'aille nulle part. Avec ce que vous avez comme traitement, c'est incompatible total. Ah ouais? Donc, douche froide. Oh, elle t'a dit ça comme ça? Oui. Elle a été cash, mais en même temps, elle t'a dit la vérité. Elle avait la vérité, avec des problèmes de malformation, des problèmes d'arrêt cardiaque. Enfin, en fait, les médicaments que je prenais étaient vraiment incompatibles avec la grossesse. D'accord. Donc, pour faire en sorte que le cœur et le bébé puissent se développer, etc., 80% de chances que ça ne tienne pas. 80%? Ouais. Donc ça, j'ai pris cette information, je l'ai gardée pour moi, je l'ai mis dans une petite case dans ma tête, mais j'ai fait... Tu la laisses dans ta tête, mais loin. Ah ouais. Tu penses pas. T'as réussi à faire ça? Et ça va bien se passer. Et donc ma fille a 6 ans. Ah c'est. Voilà. Ouais, c'était dingue. Et c'est incroyable. On n'a pas trop
parler de ça à notre entourage. Toute la grossesse a été très compliquée. Déjà, j'avais eu une première grossesse compliquée. Ah ouais. À cause de tes aussi peut-être douleurs, ça avait rajouté des... J'ai un utérus contractile. En plus, bon, Ouais. Donc, donc du coup, j'ai été alitée pour ma première grossesse et j'ai fait une prise en charge à 5 mois et demi de grossesse avec une menace d'accouchement prématuré, qui finalement est allée presque à terme. Hein. Donc 3 semaines d'avance, c'est à terme pour moi. Il allait bien. Oui. Il n'est pas resté à la mater plus longtemps que les autres. Non, il était bien. Et, ça a été... Oui, mais c'était quand même une grossesse compliquée. Alitée depuis le début quasiment alors. Là, pour le coup, ouais, depuis le début, et puis hospitalisée parce que donc ils m'ont mise sous morphine à, je sais plus, c'est 5 ou 6 mois de grossesse. Parce que pour le coup, les douleurs, elles étaient vraiment très, très, très violentes. Ouais, donc presque aucun plaisir. Finalement, si. Si. Ouais. Je trouvais ça tellement dingue. En fait, je trouve que c'est tellement fou de porter la vie, de sentir les mouvements, les petites bulles. Il y a des personnes, il y a des femmes qui n'aiment pas cette sensation-là. Pour le coup, j'avais tous les maux de grossesse qu'on puisse avoir, mais je kiffais ma grossesse et les gens autour de moi ne me comprenaient pas. Ils me disaient, mais t'es complètement tarée, toi. Tous tes maux déjà, toutes ces douleurs en plus. J'imagine qu'une grossesse ça aide pas. Non. Donc c'est beau que tu l'aies vécu comme ça et heureusement, ça t'aurait encore plus rajouté du mal. Donc c'est bien que tu l'aies très bien vécu. Les mieux. Non, mais en plus. Ça n'a pas été vu comme une belle nouvelle, en fait, quand je suis tombée enceinte. Ah oui. C'est-à-dire qu'à part ma mère, l'entourage, connaissant la situation de se refaire opérer, on m'a beaucoup conseillé. Il y a énormément de personnes qui m'ont dit c'est pas raisonnable. Tu devrais pas. Il faut pas. Non, mais imagine ta grossesse. Et puis après, comment tu vas t'en occuper? Et en fait, toutes les peurs des autres personnes, ils me les mettaient en pleine figure. Et c'est pour ça que je te disais, moi, je suis restée dans ma bulle. Donc j'écoutais les peurs des autres, mais avec de la bienveillance, en me disant, c'est leur propre crainte et c'est OK. C'était dur, surtout que j'étais vraiment déjà très stressée, en fait. Je n'avais pas besoin de ça. Ah ouais. Je savais dans quoi j'allais, je savais que ça allait être compliqué. En plus, c'est pas cool parce que tu te doutes bien que ça va être chaud, ça va être... bien sûr que tu t'imaginais bien que tu allais te faire opérer certainement après ton accouchement. Oui. Dans les mois vraiment très proches, non? Non, parce qu'en fait, il fallait... Ça aussi, ça faisait partie du protocole. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai décidé, OK, je tente la grossesse, on voit de toute façon déjà comment ça évolue. Déjà, il y avait ça aussi. Dans un premier temps. Et du coup, j'ai demandé un peu au chirurgien comment ça allait se passer après. Il m'a dit, à partir du moment où vous accouchez, on compte 6 mois minimum après l'accouchement pour faire l'opération, parce qu'il faut que l'utérus ait repris sa taille. Ah bah ouais. Parce que si ça n'a pas été le cas, le risque, c'est qu'il y ait une chose qui se passe mal pendant l'opération et qui touche l'utérus. Et donc là, c'est... rajouter encore plus là, tu peux de dégâts. Donc du coup, j'ai encore dû attendre après. Et ça t'a permis aussi de profiter de ton bébé, de ce tout petit nouveau-né. Oui, d'être avec elle, mais... Non, pour le coup, la période la plus dure, c'était quand même cette période-là. Plus que de l'après-opération. Ouais. Parce que j'étais en attente. Alors déjà, je n'ai pas accouché à terme. Elle est née en préma. Ah oui. Et on a dû déclencher. Oh là là. Et j'avais un projet de naissance d'accoucher par voie basse, sans péridurale. Ok, ah oui. Parce que je n'avais pas le droit à la péridurale. Ah, oh là là. Comme j'avais été opérée du dos, je pouvais pas avoir la péridurale qui passe par le dos, en fait. Sûr. Ouais. Qui déjà n'avait pas vraiment fait son taf la première fois, de toute manière. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant voilà. Mais de toute façon, à l'hôpital, ils m'ont dit, il n'y a pas de péridurale possible et ça sera césarienne. Ça sera césarienne en plus. Voilà, j'ai refusé la césarienne. Ok. Et j'ai accouché par voie basse, sans péridurale. Wow. Sachant que j'étais sous morphine avant, et je suis basculée on n'a plus le droit le risque d'une grossesse comme ça, il y a plein de femmes qui sont sous médicaments haute dose et qui sont suivies et que ça se passe très bien. Donc ils savent faire, j'étais dans un hôpital où ils savaient gérer ça. D'accord.
Donc la maternité était vraiment extra là-dessus. Par contre, le critère, c'est comme c'est un déclenchement, avant de déclencher, ils doivent couper les morphines. Donc il n'y a plus rien. Ouais. J'ai eu un Doliprane en fait pour accoucher. Voilà. Sachant que le corps, il a l'habitude de prendre des doses élevées et que la douleur, elle est encore là et que les problématiques sont encore là. Ça n'empêche pas la douleur. Voilà, donc là, c'était c'était intense. Ouais, c'était un accouchement intense. Ouais. Je l'ai choisi en même temps. C'était mon choix de refuser la césarienne. Parce que césarienne, ça aurait été une césarienne à anesthésie générale. Ah ouais, c'est quand même pas simple non plus comme décision à prendre ça. Ouais. C'est pas le même accouchement. Tu vois pas ton bébé arriver, tu ressens rien. Puis c'est quand même une mini-opération, une césarienne. Enfin, c'est quand même donc ça rajoute encore plus. J'avais plus peur de pas être là que de la douleur en fait. Ouais. Oui, je pense que la douleur. Je pense que c'est ça qui a pris le pas dessus. Non, oui, c'est ça. C'est comme c'est de la douleur, je la subis depuis tellement d'années. Depuis que tu es enfant, donc finalement. Donc j'avais pas cette peur en tout cas de me dire allez j'y vais. Enfin si quand même, mais mon envie dépassait ma peur. Voilà, c'est ça. C'est important. Ouais, c'est ça. Donc un accouchement quand même qui s'est bien passé, même si elle arrivait un peu avant. Oui. Ça allait. En fait, elle est arrivée avant, mais ils nous avaient préparé, comme c'était déclenché, ils nous avaient expliqué un peu le protocole, et comme j'avais été sous traitement, ils nous ont dit de toute manière, quand elle vient, on l'emmènera, on s'occupera d'elle, et quelqu'un va s'occuper de vous, mais on s'occupera d'elle, et elle sera en néonate et en suivi cardio. Et en fait, quand j'ai accouché, j'étais tellement préparée au scénario qu'ils nous avaient donné. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Ah bon? Ils l'ont laissé Ils m'ont donné. Ah ouais? Enfin, ils m'ont dit, vous pouvez la prendre. Ah, génial. Et en fait, j'ai pas voulu la prendre. Je l'ai refusée parce que... parce que c'était contre ce qu'on t'avait annoncé. C'est ça. Et que je venais de vivre quand même quelque chose de... J'étais traumatisée moi-même par mon accouchement. Ouais. Mais j'ai dit, mais non, mais vous partez avec elle. Et j'ai regardé mon chéri et je lui ai dit, mais prends-la. J'ai peur. Voilà. Désolée, ma chérie. C'est fou. Si tu m'entends. C'est incroyable quand même. Ouais. Comme quoi, tu vois. C'est ce petit bébé-là qui avait 80% de chance d'arriver. C'est fou. Et c'est une guerrière. Elle a 6 ans, c'est une guerrière. Je pense que c'est ancré en elle, à mon avis. Hein. Quand même, c'est pas anodin. Ouais. On a un lien vraiment très fort. On sent, même je pense que pour son père, c'était difficile d'avoir sa place. C'est vrai. Ouais. Et même mon entourage, ils me disent, mais c'est dingue comme t'es avec elle. Mais parce qu'en fait, pour moi, quelque part, c'est ma petite étoile. Enfin, elle est venue me sauver moi déjà dans un moment de vie qui était dur. Et alors, déjà la vie à 4 à la maison après ce retour de maternité, c'était comment? Le grand frère, il était. Alors lui, il était super content, super fier. Il a sa petite sœur. Bon, il arrêtait pas de nous dire, j'aurais préféré un petit frère. Oui. Mais en même temps, il était vraiment fan. Et il a beaucoup participé, mais force des choses aussi, parce que moi, j'étais pas en mesure de pouvoir m'occuper de tout. Parce que lui, il avait quel âge? Il avait 3 ans et demi. Ah ouais. Ouais. Oui, donc il était quand même petit encore. Ouais. Là, t'avais 2... Oui, il était très autonome. Un bébé et un petit bébé à la maison. Ouais, il était très autonome. Il a été amené par la force des choses à grandir très vite. Et toi, tu penses déjà à cette opération qui peut-être arrivera dans un peu plus de 6 mois, mais qui quand même doit bien arriver. Oui. Moi, j'attendais ça comme une délivrance. Je comptais les semaines, les mois qui passaient parce que c'était super douloureux. Et que j'étais limitée dans tous mes déplacements, que du coup, ça voulait dire que je pouvais pas conduire parce que je perdais les sensations de mes jambes, des fourmillements, des douleurs, et que quand je marchais, ça court-circuitait, donc je tombais. Ah, tu donc, pouvais tomber. En fait, je pouvais marcher et ça court-circuite, et donc ça enlève toutes les informations dans les jambes. Donc c'est comme s'il y a plus de jambes d'un coup. Oh. Donc je tombais à n'importe quel moment. Okay. Donc ma plus grande peur, c'était de tomber avec ma fille dans les bras. Ouais, j'imagine. Et ce qui fait que j'étais constamment chez moi, dans une maison que j'adore, mais que je pouvais plus voir en peinture. T'as besoin de sortir aussi. Je pouvais plus. Sortir avec un bébé, c'est bien d'aller se balader, de souffler aussi un peu. Donc je le faisais, mais toujours accompagnée.
Et Ou en poussette au moins. ouais, voilà, Peut-être. tenir à la poussette, c'est ça. C'est clair. C'était mon déambulateur, ma Ah poussette. mais ouais, c'est C'était ça. bien. Non mais enfin, j'imagine là comme ça c'est vrai, t'as tout le temps ton bébé enfin au début. Collé contre soi. Ouais, bah oui, Ouais. bien sûr. Et en plus t'étais toute seule à la maison, ton chéri il travaillait. Oui, mais alors il était beaucoup plus présent parce que il était dans l'événementiel sportif. Et quand j'ai eu mon opération et mon hospitalisation en 2017, il a changé, enfin il a arrêté d'être dans l'événementiel pour pouvoir être plus présent pour moi, pour notre premier, pour Valentin. Et c'était devenu mon aidant en fait, parce que à la maison, c'est lui qui me douchait, par exemple, c'est lui qui m'aidait pour m'habiller. Donc là, pour le coup, il était beaucoup plus présent. T'as fait le choix de te faire opérer assez vite Oui. après ces 6 mois-là. Oui, du coup, donc j'ai accouché en août et j'ai été opérée en mars. En mars, on a pu faire l'opération. Donc j'étais terrorisée. Hein. Pour le coup, devenir maman une deuxième fois, la maternité, toutes les hormones qu'il y a après. Et là, de me dire, je repasse au bloc. J'avais très mal vécu l'anesthésie générale de ma première opération où ils avaient dû m'injecter, alors pas me choquer, mais j'ai eu du mal à me réveiller. Ah ouais. Et donc, j'avais très peur de ça. De pas te réveiller. De pas me réveiller. Oh. J'avais très peur d'abandonner mes enfants, en fait, de plus être là. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai fait naître à la maison. C'est vrai. C'était horrible. J'ai laissé tout un... Mais parce que c'était ce qui me rassurait Oui. dans ce que je pouvais faire de... Dans le pire qui pouvait t'arriver, tu te disais quand même, j'aurais laissé quelque chose. C'est ça. C'est horrible de devoir penser à ça. C'est. Oui, c'est flippant et en même temps, ça permet de poser nos choses. Oui, donc ça te rassurait d'avoir laissé cette lettre. T'avais mis d'autres choses en place ou c'était vraiment... Des petits objets, des choses comme ça. Après, j'avais fait tout mon entourage pour pendant l'opération, donc la semaine où j'étais hospitalisée, et le retour à la maison aussi. C'était ce qui m'avait manqué, en fait, la force de l'entourage. Et donc, tu as l'expérience de la première fois, de te dire, OK, il s'est passé ça, ça et ça, qu'est-ce que je peux changer ? Donc ça, c'était très rassurant pour moi, parce que du coup, j'ai fait venir ma mère d'Alsace. Donc je savais qu'elle était avec mes enfants, je savais qu'elle était à la maison, je savais qu'elle allait s'occuper d'eux pendant toute la semaine. Donc t'es partie un peu plus sereine que la première fois. Voilà, c'est ça. Et en même temps, j'allaitais ma fille. Ah. Et ouais. Alors et donc, comment t'as fait justement, je voulais pas que la maladie prenne le pas sur cet allaitement. Ça m'aurait... ça aurait été comme un échec. Exactement. Que, encore une fois, la maladie prenne le dessus. C'est ça. Elle m'a déjà tellement pris. Donc, c'est ça. je disais, non, tu m'auras pas sur ça. Et du coup, je me suis entourée d'une puéricultrice spécialisée en lactation. Je me suis entourée de la pédiatre qui était aussi spécialisée là-dedans. Et du coup, je lui ai demandé tout ce qu'elle pouvait me donner pour garder ma lactation pendant la semaine où je n'étais pas avec ma fille. C'est possible, ça, du coup ? Ouais. On a une semaine. Ouais. Ça a été dur, c'est possible. Ah, tu m'étonnes. Mais en fait, j'ai allaité Zoé jusqu'à ses 3 ans. Ok. On a fait un sevrage naturel, 3 ans et 2 mois. Et donc, je suis partie avec mon tire-lait. En plus, le hasard fait bien les choses. J'avais gagné un concours sur Instagram d'un tire-lait nomade. Le truc improbable. 2 semaines avant, c'est pas vrai. Je me suis dit, mais c'est dingue. Il fallait que je m'en achète un, on m'en offre un. Enfin, vraiment un truc de fou. Wow. Et pendant que j'étais hospitalisée là-bas, donc je tirais. Donc en fait, après l'opération, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas le droit de s'asseoir parce que la prothèse, il faut qu'elle soit, qu'elle maintienne. Donc il faut qu'il y ait une consolidation osseuse autour. Ah oui, donc pendant 45 jours, interdiction de s'asseoir. Mais comment tu fais ? Pense à toutes les choses dans ta journée où tu t'assois. Déjà, rien que pour manger, on sait très bien que c'est pas bon de manger debout. Enfin, juste ça. Déjà, on le fait plusieurs fois dans la journée. Ouais. Et puis même, mais pour aller aux toilettes et tout ça. Mais en fait, je suis en train de cheminer. Petit, tu sais. C'est ça. Attends, qu'est-ce qu'on fait dans la journée ? Même pour te lever de ton lit. Tu passes toujours par la position assise. Tu roules. Ouais, il y a tout plein de choses. Enfin, c'est tout je peux tout faire maintenant. Et donc, ça, pareil pour tirer ton lait. Ça veut dire que tu le fais soit debout, soit allongé. Donc, debout, c'était pas encore trop possible parce qu'après l'opération, les premiers jours où je me suis levée, je faisais des malaises. Ah oui.
Donc, pendant les 5 jours d'hospitalisation, j'ai dû me lever en tout 10 minutes. Enfin, pour partir avec ma sonde et mon truc pour aller aux toilettes. Et sinon, après, T'avais pas l'énergie? C'est pour ça que tu faisais des malaises ou... Non, malaise, c'était des malaises vagos oui. post-opération. Et donc, du coup, j'allaitais sur le côté. Et j'étais dans une chambre double et je suis tombée vraiment sur des personnes incroyables. Ah, parce que tu m'as fait peur. Parce que j'ai eu 3 nanas dans ma chambre, donc 3 personnes différentes. Donc, un peu chiant sur le truc. Mais bon, je m'entendais super bien avec. C'est ça, on peut pas rester encore un peu. Non, mais gardez-la. Et tout le monde m'a aidée, en fait. C'est vrai. Parce que il fallait me brancher avec l'appareil, il fallait enlever après le lait qui sortait, le jeter, parce que pour le coup, c'était pas tiré pour garder. Hein. Oui, non, c'était vraiment tiré pour jeter. Ouais. Donc, il faut avoir l'envie quand même. Hein, Et on peut pas le donner dans ces cas-là? Il n'y a pas des... Non, parce que c'était... En fait, j'avais avec l'anesthésie, ça passe encore. Ah, d'accord. Et après, j'avais les médicaments. Anti-inflammatoires et les médicaments qui passaient aussi. Ceux-là, je pouvais pas réutiliser le lait. Quelle tristesse de devoir jeter. Donc je jetais. Et je tirais 4-5 fois par jour, toutes les 4 heures. Ouais, du coup, il marchait bien, ce tirer. Il marchait bien. Il marchait bien. Il était vraiment bien. Ça t'a permis au moins pendant cette semaine-là? Une semaine. J'ai perdu beaucoup en lactation. J'arrivais à la fin à tirer 30 ou 40 millilitres. Enfin, c'était... Oui, c'était pas un bon Il fallait que je rentre. Il fallait vraiment que je rentre. C'est clair. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai encore l'image en tête, parce que on m'a pris en photo à ce moment-là, où les retrouvailles avec ma fille, où elle était du coup sur mon lit. Et donc moi, j'arrive, je m'allonge sur le lit, et tu vois sur la photo notre regard. Et en fait, elle s'accroche, et tout de suite, elle vient me câliner et prendre le sein d'elle-même. Ah ouais. Tu vois, ça lui avait manqué. Ouais, ça lui avait vraiment manqué. Ouais. Et c'est reparti après. Bon, ça a mis du temps à vraiment remonter en lactation. Donc, on la supplémentait au vert. En fait, et même quand j'étais pas là, elle avait pas de biberon. Ok. Elle prenait tout au vert. D'accord. Donc, et puis, on avait déjà commencé la diversification alimentaire. Oui. Elle avait 7 mois, oui. Donc, ouais. Et ce retour à la maison, du coup, n'a pas été quand même simple, mais j'imagine que tu étais quand même contente de revenir parmi les tiens, avec tes enfants, ton chéri. Et là, il a fallu réadapter peut-être un peu tout aussi, du coup, le quotidien, parce que là, 45 jours, c'est très long, quoi. Oui. Tu peux pas t'asseoir, pas trop marcher. J'ai eu de l'aménagement. Parce que ça va, t'as une maison en plein pied ou Pas du tout. Pas du tout, ouais. Non, j'ai pas. Pour rentrer dans ma maison, il y a des escaliers. Déjà, ça commence mal. Les chambres sont à l'étage, il y a encore des escaliers. Oh là là. C'est mansardé, donc toutes mes affaires sont... Enfin, il faut se baisser. Non, c'est pas du tout une maison adaptée. Pas du tout adapté pour ton retour. Mais on a quand même adapté. Par exemple, le canapé qui était trop bas pour que je puisse m'allonger dessus, on a mis 2 matelas dessus pour que je puisse me mettre dessus à la maison. J'avais un tabouret haut pour pouvoir m'adosser, juste poser le haut de mes fesses pour manger. J'avais une pince pour ramasser les choses par terre parce que tu peux pas t'accroupir. Quand tu peux pas t'asseoir, tu ne peux pas t'accroupir. Donc c'est vraiment... Imagine-toi, t'as un coton-tige tout droit. On ne peut pas te tordre. Comme ça. Ah ouais, non mais... Là, on rigole comme ça, mais ça c'est vraiment l'adaptation. Et pour faire le linge, pour mettre, ou même pour mettre dans le lave-vaisselle. Ouais. C'était pas le lave-vaisselle, il est pas en hauteur. Pour faire une machine à laver, moi, ma machine à laver est dans le sous-sol de ma maison. Oh là là, ah oui, t'as un sous-sol en plus. Voilà. Et c'est en bas, donc c'est pas surélevé non plus. Oui, en fait, je faisais tout avec les pinces. Des petites pinces que l'on voit dans la rue pour ramasser des petits jeux. Très bien, j'ai voilà, l'image de toi avec ça. Glamour. Et donc je faisais ça. Et pour s'habiller, c'est pareil. On peut pas... mettre les vêtements, on se penche, donc c'était pas possible. Donc du coup, c'est toujours tout droit et c'est la pince qui venait, puis je remontais avec... mon objectif, c'est d'avoir le maximum d'autonomie. Mettre une paire de chaussettes, ça prend une demi-heure. C'est l'horreur. Donc on passe beaucoup de temps à faire tous ces petits gestes-là et qui sont vraiment très éprouvants, fatigants en plus de ça. Et je me suis retrouvée dans des situations qui étaient difficiles en tant que maman. Parce que
j'avais fait en sorte d'avoir les 3 semaines qui suivaient l'opération, d'avoir toujours un roulement à la maison. D'accord. J'ai ma meilleure amie qui est venue du Sud, qui était enceinte à ce moment-là de son deuxième, qui est montée et qui est venue s'installer pendant une semaine. Ah ouais. J'ai des membres de ma belle famille qui sont aussi intervenus. Enfin voilà, en fait, on a fait en sorte d'avoir un roulement constant pour qu'il n'y ait pas que mon chéri qui s'occupe de ça, Bien parce que sûr. c'est lourd aussi quand on est aidant, et que moi je puisse avoir cette sécurité de se dire bon bah ma fille, elle a que 7 mois, elle est pas autonome pour le coup. Hein. Bah là, non, loin de là. Mais j'ai eu des moments de solitude où j'ai eu des battements d'une demi-heure, 1 heure où je me suis retrouvée toute seule avec elle. Et un bébé, ça dort pas sur mesure. Donc, où elle était dans son parc, on a mis le parc en hauteur, mais où en fait, elle demandait à sortir, mais je pouvais pas la prendre. J'avais pas le droit de porter une bouteille d'eau. Donc un bébé. Oui, donc un bébé de 7-8 mois, bon. Ça doit être terrible pour une maman de. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, de pas pouvoir subvenir à son besoin là immédiat. Des fois, on sait, besoin d'un câlin, juste. Ça doit être très compliqué à gérer émotionnellement. Et d'ailleurs, est-ce que tu étais suivie sur le plan psy? Parce que, bon, bah, en étant maman, en étant quand même une femme, là, tu étais déjà entrepreneur, du coup? J'ai démarré en janvier 2019, donc 3 mois avant mon opération. Avant ton opération, donc il y avait ça aussi. Et puis, voilà, c'est juste de plus pouvoir faire des gestes de la vie de tous les jours. J'imagine que sur le plan émotionnel, ça travaille. Est-ce que quand tu subis toutes ces opérations, est-ce que tu es suivie? Oui, j'ai un suivi psy dès le départ en 2017. Dès le début, quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont proposé ça. J'ai dit oui parce que je voulais voir comment ça évolue. J'ai pas du tout accroché avec la psy de l'hôpital. Ça, pas du tout. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, j'avais aussi un suivi avec une sophrologue. D'accord. Et à l'hôpital, et une kiné qui m'ont appris l'hypnose et l'auto-hypnose. Ah ouais. Et ça, c'est formidable. C'est la vie. Ah ouais. C'est utile dans tout. C'est trop génial. Et après ça, j'avais un suivi aussi avec une sophro en extérieur, donc que je vois toujours encore maintenant dans mes besoins. Pareil, qui a énormément travaillé sur cette partie d'auto-hypnose, de gestion, d'éveil en soi. Et quand j'ai démarré mon entreprise, ma société, j'ai été aussi beaucoup dans le développement personnel. Et je continue de l'être, et c'est quelque chose qui, moi, me permet d'aller au-delà de tous les freins qu'on peut avoir dans la vie, mais aussi d'aller au-delà de toutes les douleurs que je peux avoir au quotidien. Donc, pour moi, en tout cas, il fallait que je m'entoure. À la fin de ces 45 jours, c'était quoi la suite du protocole? Est-ce que la suite, en tout, c'est 1 an à peu près pour se remettre. D'accord, 1 an, quand même. 1 an, vraiment, où tu fais de la kiné 3 fois par semaine. Moi, la suite de ça, en fait, après l'opération, j'avais 2 choix. Premier choix, je repartais en centre de rééducation pendant 2-3 mois, à dormir sur place. Deuxième choix, je rentrais chez moi et je faisais... il fallait que j'attende ces 45 jours pour ensuite partir en centre de rééducation, faire la rééducation kiné, balnéo, ergothérapie. Tous les jours Tous les jours. Donc j'ai pris le deuxième choix pour le coup, parce que je voulais pas revivre ce que j'avais vécu la première fois. Bien sûr. Et mon plus grand, mon fils, m'a dit « Maman, cette fois-ci, tu n'iras pas à l'hôpital. Hein. » Donc, du coup, j'ai aussi écouté ses besoins à lui. Et je suis partie. À partir du moment où j'ai eu l'autorisation du chirurgien, ils font des imageries pour voir si c'est OK. Et quand les imageries sont bonnes, on est dans le cabinet et ils nous disent « Bon, asseyez-vous. » Mais en fait, c'est pas si simple. C'est-à-dire que t'as le droit de t'asseoir et tu peux t'asseoir. Il y a un gap énorme. Oui, bien sûr. Le corps, il n'a pas été assis. Pendant tous ces jours-là. Il a encaissé énormément de douleurs. Les muscles tétanisent, les articulations n'ont pas été mobilisées. Et donc, il faut réapprendre tout ça. Donc, au début, c'est step by step. On s'assoit par tranche de quelques minutes. Parce qu'après, ça devient insoutenable. Ah, oui. Donc, la rééducation, il y a ça dedans. Ouais. Et il y a l'appréhension, il y a vraiment tout ça. Oui, aussi. Ouais. Parce que si tu essayes de t'asseoir une première fois et que ça se passe mal, ton corps, forcément, il a la mémoire de ça et t'oses plus faire des gestes qui, avant, étaient faciles. Normaux, faciles. Ouais, c'est tout un chemin. Je suis partie, du coup, j'ai fait 2 mois, 10 semaines, je crois que j'ai fait, en centre de rééducation. Où l'ambulance venait me chercher le matin
après que les enfants aillent à l'école. Et je rentrais vers 14h30, 15h. Ok. Donc Donc, tu les 9h, voyais avant 14h. qu'ils partent. Oui. Et t'étais là avant qu'ils rentrent. Oui, Donc c'est ça, ça. c'est quand même Ouais. génial. Mais par contre, c'est très long quand même. C'est quand même une grosse journée Oui, où tu ne fais que de la rééducation, en gros. C'est ça, c'est... Tu travailles tous les muscles de ton corps qui ont besoin d'être sollicités. Donc là, ce qu'on comprend, c'est quand même quasiment tous les muscles était inactif en fait. inactifs de ton corps, quoi. C'est Du ça. haut, de haut en bas, c'était... il fallait tout retravailler. Tout retravailler, et puis tu as tout le système de l'influx nerveux aussi. Mhm. Donc Oui. des câbles finalement qui ont été abîmés. Ouais. Donc toutes les informations et le courant ne passent pas correctement. Oh là là. Donc il y a aussi ça. On a du mal à l'imaginer Ouais. quand on vit pas cette situation. Que ça C'est puisse ne long. pas répondre, quoi. Ouais, c'est ça. On te donne une information et il se passe rien. T'es là. Ça doit être très bizarre quand même à vivre. Oui, c'est assez étrange. Tu n'as plus le contrôle de ton corps. Des choses qui sont instinctivement faciles parce que quand tu parles, tu as l'habitude de parler. Quand tu bouges tes mains, c'est comme ça se fait. Là, c'est vraiment se concentrer. Donc ça demande de l'énergie, ça induit de la fatigue. Et en plus des douleurs, hein, c'est pas que des... aussi, il y a des douleurs qui sont encore présentes. Il y a cette fatigue-là aussi qui s'installe, et puis du coup, t'as tout qui est derrière. Ouais, c'est vraiment pas évident de traverser tout ça, parce que le monde autour de toi s'en rend pas compte. Ah bah non, ça j'imagine bien. Donc parfois, t'es confronté à... ça va, t'as rien fait de la journée, t'es fatiguée. C'est ce que j'allais dire, aussi à la vie sociale en dehors de la maison. Tu disais qu'il y a eu beaucoup d'amis que tu avais perdus déjà lors de la première opération. C'est dur de se reconstruire aussi socialement parlant, parce que t'as pas le temps ni l'énergie, encore moins quand t'as le temps. En tout cas, quand tu rentres à 14h30, les gens pourraient croire que ça va, à 14h30, t'as le temps de faire plein de choses dans ta journée. Mais est-ce que t'as l'énergie? Ouais, non. Tu vois, est-ce que t'as envie de sortir boire un café, de devoir discuter, tout ça, ça te prend de l'énergie déjà, donc c'est compliqué aussi d'avoir une vie sociale. J'imagine que là, c'était pas non plus non, j'étais pas au max de ma vie sociale. Au max. Après, ça aussi, quoi, qui est rajouté. Mais le centre de rééducation où j'étais, il y avait plus d'une centaine de personnes, donc quand même, j'ai créé beaucoup de liens là-bas. Les équipes pluridisciplinaires, en fait, c'est ma deuxième maison, donc je les vois encore maintenant. Enfin, tu tisses des liens qui sont très forts. Mais en plus, avec des gens qui comprennent mieux ce que tu vis aussi, même s'ils vivent pas la même chose exactement. C'est transversal, effectivement. Donc, du coup, cette partie-là, ça allait. Après, et puis, dans mon business, dans mon boulot, je suis amenée à être beaucoup en contact avec l'humain, avec les autres. Donc, j'arrivais à trouver un équilibre là-dessus. Mais sur le côté, je rentre à 14h30, 15h. À 16h30, tu récupères les enfants. En fait, quand je rentrais, je mangeais et je m'écroulais, je dormais. C'est ça. Je récupérais les enfants et j'étais... et puis derrière, il fallait que je bosse encore le soir. C'est ça, je veux dire, quand c'est que tu que tu trouvais le temps de bosser sur ton entreprise, quand même, que tu venais de lancer. C'était une toute nouvelle boîte. On sait que les débuts, il faut charbonner à fond. Et que voilà, ça se mérite, quoi. Là, c'était... Tu t'endormais... tu dormais pas de la nuit, quoi. C'est ça, tu bossais... Non, c'est... Ouais, j'ai fait des sacrifices, mais je dirais plutôt des investissements. Oui. Que des sacrifices. Mais j'ai fait des choix. J'ai fait beaucoup de choix et une planification, organisation. Typiquement, quand tu fais une comparaison par rapport à un boulot classique, quand tu vois le nombre de temps que tu perds à boire un café, à discuter ou... C'est sûr. Voilà, tu vois. Donc moi, j'étais dans l'efficacité. C'est-à-dire que les actions que je menais, elles étaient performantes et elles faisaient récolter des choses. Après, comme tout le monde, je me suis plantée. Je suis pas magicienne, voilà. Je suis une personne lambda aussi. Mais j'avais un pourquoi qui était très fort. Et donc ce pourquoi-là, me permettait d'avoir ce courage et cette force de mettre en place, même quand je me disais, là, je me ferais bien une petite série Netflix. Mais en fait, non. Non, parce que je sais ce que je veux. Voilà. Et je vais tout faire pour atteindre mes objectifs. C'est ça. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Donc, j'étais pas dans le côté social de raconter toutes les séries Netflix que tout le monde regardait. Je les ai regardées après coup, moi. Maintenant, c'est bon, j'ai pu rattraper mon retard. C'est bon. C'est un jour. C'est bon.
Non, mais c'est vrai que c'est dur parce que là, t'imagines ta journée du matin jusqu'à début d'après-midi, t'es en rééducation. Après, t'as les enfants, on sait, voilà, le tunnel du soir, et qu'il faut les faire manger, le bain, tout ça, le Ouais. coucher. Et après, bon, t'as ta vie aussi de couple, Ouais. quand même, et ton entreprise. Donc, waouh. Et ce que je rajoute aussi, que je t'ai pas dit, c'est que ma fille a fait ses premières nuits autour de 3 ans. Juste un peu avant. Et en off, tout à l'heure, je te disais, ah, ben oui, C'est ça. Evie, elle faisait ses nuits à 3 semaines. C'est pour ça qu'on a lancé le deuxième. C'est pour ça que je t'ai dit, t'es courageuse. Moi, j'ai vécu un enfer sur ce Wow. deuxième, là. Enfin, moi. 3 ans. Nous deux. Parce que mon homme m'a encore dit il y a quelques semaines, là. Ah non, mais elle m'a détruit la santé. 3 ans. Ça a été 3 ans, mais pas de réveil une ou deux fois. Hein. C'était des nuits de 7 ou 8 réveils avec des hurlements, avec des moments où tu te dis, mais comment c'est possible? On était tous les C'est 4 pas en train de hurler. Parce que du coup, il n'y avait pas que nous qui étaient impactés. Mon fils aussi, il en C'est ce que pouvait j'allais plus. dire, lui aussi. Il voulait l'étouffer. Mais pourquoi t'as fait un deuxième enfant? Il était un peu moins fan là, de sa sœur. Ah ouais, il a perdu toute... la fan zone est partie. Ah là là. Et il dormait dans la... Non, il dormait pas Non, dans ils la avaient chambre. 2 chambres différentes, Mais quand mais même. elle hurlait tellement. Et mais pourquoi elle faisait des cauchemars ou t'as su parce que... Oui, alors du coup, on est allé voir un kinésiologue, on a vu plein de méthodes transversales parce qu'on s'en sortait pas. Bah, ouais. Et figure-toi que le kinésiologue qu'on allait voir, donc elle avait 2 ans et 7 mois, 8 mois, quelque chose comme ça. Vous l'avez trouvé tard du coup. Ouais, au mois de mai, c'était, je me rappelle encore, parce qu'elle est née en août et c'était en mai, donc elle était à quelques mois d'avoir ses 3 ans et on s'est dit, mais c'est pas possible quoi. Enfin, Ah ouais, faut que ça s'arrête. faut mettre un terme là. Faut qu'elle dorme. Et le mois d'après, elle a dormi. Et en fait, quand je fais le rendez-vous avec lui, il prend les points énergétiques et tout, et il me dit, bah là, il y a eu un abandon, enfin, il y a une grosse peur, et c'est à 7 mois. Il s'est passé quoi à 7 mois? Oh là là. Là, je le regarde, je fais, mais c'est pas T'es partie possible. te faire opérer. Mais oui, Mais c'est incroyable. incroyable. Et donc, il mettait ça sur le compte de... Que t'étais pas là pendant... ça l'angoisse de dormir, parce que sinon, vous allez disparaître. Parce qu'en fait, quand je suis partie me faire opérer, la semaine où j'étais pas là, elle a fait des nuits de folie. Elle a dormi tout le temps. C'est vrai? Et dès que je suis revenue, elle a arrêté de dormir. Ah non. Moi, j'ai jamais connu les nuits comme ça. Ah ouais, t'étais même pas là quoi pour vivre ça. Je dis, non, mais tu me mens. J'avoue, c'est... Non, mais arrête de me rassurer, tu me ments. Non, je t'assure. Et quand je suis revenue et qu'elle dormait pas, il m'a dit, mais repars en fait. C'est dingue qu'il t'ait dit ça. Ouais. À 7 mois et waouh, ça correspond exactement. C'est ça. C'est Donc, fou. Et c'était- du coup, il a fait Il a en sorte reconnecté. qu'elle... Ouais. On est sortis de la séance, ça a duré 1 heure, même pas. On est sortis de la séance, on était vidées toutes les deux. Alors elle voulait plus partir du cabinet. Elle était bien. Donc moi, je pouvais toujours pas la porter. Donc je disais, mais allez, on y Oui. va, on y va. Et non, elle a enlevé ses chaussures. Quand je lui ai dit on y va, elle enlève ses chaussures. Elle voulait dormir. Ça va partir. Elle était dingue. Et moi, j'étais vidée parce que pendant la séance, comme au début, elle n'arrivait pas à se détendre, je lui ai donné la main. Et en fait, l'énergie a transféré. Ouais. Et même moi, je sentais, quand elle se relâchait, tu voyais qu'elle elle se laissait partir. Et ben moi, en fait, pareil. Oui, forcément. Et puis vous êtes quand même liés avec Ouais. ce truc-là. Encore plus, tu vois, on le voit là, à 7 mois, ça correspond tellement. C'est incroyable. Et elle a fait ses nuits, du coup, 1 mois après. 1 mois après. La première nuit qu'elle a fait, je me suis levée... 10 fois pour voir si elle respirait. Ouais, oui. Bien sûr. Ça a duré quelques semaines, comme ça. Ah ouais. Première nuit, après une nuit nouveau pourri, 2 nuits pourries, une autre nuit. Et en fait, elle a augmenté comme ça, petit à petit, jusqu'à dormir complètement. Et maintenant, c'est elle, on est obligé de la... Ouais, c'est une marmotte. Le matin, c'est l'horreur pour la réveiller. Non. Je suis là, en galère. Bon, c'est incroyable. Il faut jamais perdre espoir. Mais quand tu lui raconteras ça plus tard, quand elle sera plus grande, elle va halluciner. Mais en plus, comme on ne me croyait pas, quand je disais c'est ingérable la nuit en fait, on ne sait plus quoi faire. Oui, mais quand même t'exagères. Oh, mais non, c'est pas possible ce que tu racontes. J'ai filmé. Parce que quand j'allais voir la pédiatre ou le médecin où on me disait non mais t'exagères. Tu croyais pas? Mais les professionnels de santé, non? Ben oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est mais c'est un bébé. Tu le vis pas. Enfin, c'est un bébé à 2 ans, c'est plus trop un bébé. Là, c'est un bébé grand quand même. C'est vrai. Ouais. Et c'est vrai qu'en montrant les vidéos, en montrant les vidéos, ça a permis de voir l'état émotionnel de l'enfant. Ok. Et oui, parce que c'était vraiment décrit, tu disais. C'était elle était un démon. Perdue, quoi. Oh, ouais. En fait, elle sort. Et ça, ils m'ont expliqué aussi après. Comme c'est un bébé sous morphine,
il y a un syndrome de sevrage à la naissance. Ah oui. Et donc, à 3 jours de vie, il y a le sevrage comme une personne, finalement, sous toxicité, en fait, tu vois, et qui, du coup, bah, tu as les vomissements, les douleurs, le rythme cardiaque, etc. Et donc, bah, elle l'a vécu à 3 jours de vie. Même si le dosage il est très bas, oui, bien sûr, c'est pas comme c'est inévitable. Drogue, voilà. Avec de l'héroïne, par exemple. Ça. Ouais. Mais c'est inévitable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle était suivie en cardio, parce qu'il devait surveiller son cœur toutes les 4 heures, elle était branchée. Et donc elle avait vécu ça, et et cette période-là, c'est un peu de ce qu'on m'a expliqué aussi, du point de vue médical, c'est tu sors un peu t'es un peu en transe en fait. Ouais. Et ça, elle l'a retransféré. Et d'ailleurs, quand je lui ai montré des vidéos d'elle, dans ces transes-là, où des fois en journée, elle partait en... Ah, dans la journée aussi ? Dans la journée, ça lui arrivait, elle se mettait toute nue. Elle supportait plus aucun vêtement, donc elle s'enlevait tout, et elle était dans un hurlement, pas du tout dans une voix normale en fait. Ça a dû te faire peur. Ouais, c'est flippant un peu, t'as l'impression. Tu t'imagines tout. Tu te dis, c'est quoi ? Et il n'y a pas de contact. C'est un peu comme les terreurs nocturnes. Ok. Si ça peut parler davantage des personnes, les terreurs nocturnes, l'enfant, il n'est pas là en fait. Même s'il a les yeux ouverts, il n'est pas là. Et ben, elle était dans ça, mais en journée aussi, et la nuit aussi. Et donc ça, pour contrer le truc, donc je lui ai montré sa vidéo. Et sachant que c'était une vidéo d'elle que je lui ai montrée, elle avait 2 ans et demi à peu près, comme ça. C'est à cette période-là où je me suis dit, il faut que je lui montre pour qu'on en parle ensemble. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je voulais comprendre ce qui se passait. Et elle me dit, c'est pas Zoé, c'est bébé. C'est hallucinant. Et donc je lui disais, bah oui, mais Zoé, c'est toi. Donc c'est bébé Zoé. Et non, c'est bébé. Quand elle était bébé, elle disait... C'est bébé. Bébé, et donc dans la psychologie, c'était c'est la naissance, c'est bébé, c'est cet instant-là qui ressurgissait. Mais elle était capable de dire, c'est pas moi, c'est pas Zoé, c'est bébé. C'est fou. Incroyable. Ah ouais, non, alors ça me fait halluciner. Ça me donne la chair de poule aussi. Mais ouais, moi aussi. De me rappeler de ça. Incroyable. Et après ça, du coup, ça s'est arrêté, quoi. Ouais. Elle a des petites phases, ça lui arrive encore, quand elle est vraiment très fatiguée ou très contrariée. Mais les deux cumulés. D'accord. Parce que maintenant, la contrariété, elle a appris à la gérer. La fatigue aussi, mais quand il y a les deux en même temps, ça fait un bout de temps, je vais toucher quelque chose du bois pour que ça arrive. Ça fait un bout de temps quand même. Ça marche. Ouais, c'est ça la tête. Mais il y a quelques mois, elle l'a fait en présence d'une amie à moi à la maison. Ah ouais. Et là, une amie à qui j'en avais parlé, non, j'ai bien plus là. Mais je lui en avais parlé de tout ça, et elle n'avait jamais vécu. Enfin, quand tu le vis pas, c'est jamais pareil. Et donc là, elle m'a dit, mais c'est un truc de fou en fait. J'essayais de lui parler, elle n'était pas là. Je lui ai dit oui, je sais. Elle me dit elle a 2 enfants, elle était choquée. Elle m'a dit mais c'est pas possible. Mais comment t'as géré ça ? Je fais mais je pouvais pas gérer. Je subissais. Et elle aussi, elle subissait parce que c'était pas une connexion. Donc ouais, c'est assez dingue. Et surtout, voilà, comme t'en parlais à ton pédiatre, etc., et qui te disait, bon, quand même, vous exagérez un peu. Oui, c'est ça. Bon, tu sais plus quoi faire, quoi, après. Non. T'es perdu. T'es pas trop épaulée. Heureusement que t'as rencontré ce monsieur-là. Ouais. Son métier, c'était quoi, tu m'as dit ? Kinésiologue. Ok. Ouais. On me l'a conseillé. Et heureusement. Et on me l'a conseillé grâce aux réseaux sociaux. Ah ouais. Où t'en avais parlé sur tes. Voilà. Ouais. Je partageais la maternité. J'avais partagé ma grossesse. Ouais. Je partageais la maternité, le handicap, les opérations, les parcours et tout ça. En fait, chaque parcours de vie qui peut aider quelqu'un, je vais le partager parce que quand moi j'ai partagé, ça m'a aidé. Ah, t'avais trouvé, j'allais dire, t'as peut-être pas trouvé les réponses, mais c'est ça. Et on m'avait envoyé sur Paris son numéro, et du coup maintenant je le donne à tout le monde. Allez voir. C'est pas sûr que ça fonctionne à chaque fois. Hein. Oui, mais au moins d'essayer. Mais en fait, voilà, c'est ça. Si c'est une chance que ça fonctionne, il faut le faire, je pense. Et après ça, alors, comment tu te sentais après la rééducation, du coup, qui a été assez longue, est-ce que tu as réussi à retrouver un peu l'usage de ton corps comme tu le voulais, comme tu l'espérais ? Ou est-ce que tu as eu encore des problèmes par la suite ? J'ai appris à faire le deuil. Parce que non, j'aurais plus jamais le corps que j'avais avant. Ça, tu le sais, tu le sens. C'est ça. Après, j'ai encore été opérée l'année dernière. L'année 2023, j'ai passé une bonne partie de mon temps en fauteuil roulant. Quand je suis en pic de maladie, je suis en fauteuil roulant.
J'ai pas la possibilité de rester debout. Mais par contre, je veux pas rester chez moi, subir. Donc, on prend le fauteuil et on va au zoo avec les enfants le week-end. Voilà. Donc, j'ai adapté. T'as réussi à accepter le fait que, c'est pas grave. Si je dois sortir en fauteuil roulant, c'est... Ouais. Ok, c'est ok, quoi. Ouais, c'est ok. Ça a dû être aussi un chemin peut-être difficile. 6 ans. Non, c'est vrai. 6 ans. 6 ans. Ouais, ça fait très peu de temps que je l'accepte. Là, c'est récent. C'est vraiment récent. Avant le fauteuil roulant, du coup, c'est des handicaps que t'as. Je dis des handicaps Oui, parce parce qu'il y en a plusieurs. Oui. C'est invisible, on va dire. Oui. Quand on doit marcher dans la rue tout à l'heure, quand t'es arrivée, jamais je me serais dit, elle va me raconter tout ça, tu vois. Jamais. Et donc là, ça doit être compliqué aussi avec les gens. On pense souvent à la caisse prioritaire, là, c'est le premier truc qui me vient à l'idée. Bon, j'imagine que les gens. On me demande mon dossier médical. Voilà. Ou alors c'est une fausse carte. Parce Oui. que quand tu montes ta carte. Pareil pour les places de parking, des places handicapées. Tu as une carte, du coup, il faut absolument que tu te gares au plus près de l'endroit où tu vas aller. Ouais, ça aussi. Les gens, chaque économie que je peux faire, faut que je la prenne. D'énergie et tout ça. Mais après, le fait d'accepter aussi que ça devienne un handicap visuel, qu'on voit que tu es en fauteuil roulant, ça aussi, c'est un autre chemin. Ton ressenti par rapport à ça, est-ce que tu as du coup plus de facilité à l'accepter ? Je pense que les gens se mettent dans, nous mettent dans la case blanc ou noir. Si t'es en fauteuil, t'es en fauteuil. Si t'es debout, t'es debout. Alors moi, je suis les deux. Et la canne aussi. J'ai une canne. Super customisée avec des fleurs trop belles. Qu'une amie m'a offert et elle est géniale. En plus, elle se plie, tu peux la ranger dans ton sac à main, ni vu ni connu. Elle est trop bien. Donc, mais c'est vrai que je prends l'exemple du moment où j'accepte de me dire allez, c'est bon, on sort en fauteuil. C'est un fauteuil qu'on m'a offert aussi. C'est une personne qui est venue me voir, elle a eu un décès dans sa famille, elle s'est retrouvée avec un fauteuil. Elle connaissait ma situation, elle connaît le prix des fauteuils roulants et de l'indemnité de la Sécu qui est magnifique. Et du coup, elle m'a dit, écoute, j'ai ce fauteuil, je suis sûre que mon père aurait vraiment aimé aider quelqu'un. Est-ce que tu le veux ? J'ai été super émue. En plus, c'est un fauteuil qui se plie, peut ranger dans le coffre. Donc ça aussi, j'ai changé de voiture pour avoir une voiture adaptée. Mais du coup, la première fois où je me dis, ok, on prend le fauteuil et on y va, quoi. On va au zoo. Okay. Donc mes enfants qui, d'habitude, on n'allait pas forcément dans les lieux publics parce que j'avais justement cette... t'es pas au même niveau que les autres et on te parle pas de la même façon. Mon fils me poussait et tout et à un moment donné, j'ai eu envie de me lever. Donc je me suis levée. Mais le regard des gens, t'as l'impression d'être lève-toi et marche. Sinon, c'est pas un tour de magie, c'est pas non plus, c'est pas non plus, je trouve plus mes mots. Enfin, j'ai réellement besoin de ce fauteuil, quoi. J'ai pas voulu le prendre juste pour passer en caisse priorité. Donc ce regard-là, il est toujours un peu difficile. Et puis je suis maman aussi, ça veut dire que j'emmène mes enfants à l'école. Et là où j'ai eu le plus de difficultés, c'est effectivement à l'école. Sur les places handicapées, je me suis fait insulter des dizaines et des dizaines de fois. Par les autres parents ? Et par des fois les personnes qui passaient dans le quartier, mais par des autres parents. Ou de parents qui me disaient qu'ils n'avaient pas de carte handicapée ou en tout cas fait des démarches pour en avoir si jamais ils en avaient besoin, je sais pas, parce qu'il y en a possible. Oui, bien sûr. Mais quand il y a une place et que tu demandes, en fait, j'aimerais pouvoir me garer là et qu'on te répond non mais j'ai pas le temps, je dois juste déposer, mais j'ai 3 enfants, vous comprenez, c'est compliqué. Ça, moi c'est genre je peux pas. Donc là t'es là, moi j'en ai 2, je suis handicapée, vous comprenez, c'est compliqué. Ah là là là. Mais c'est terrible qu'on mette des choses en place. Il y en a de plus en plus, par contre, des places handicapées sur les nouveaux lieux, les nouveaux parkings et tout ça. Ça, c'est une très bonne chose, je trouve. Il y a de plus en plus de choses qui ont été mises en place. Après, toujours pareil, tant qu'on n'est pas dans le besoin, nous, d'utiliser ces choses... on s'en rend pas compte. Est-ce que c'est réellement ce qu'il faut ? Est-ce que c'est réellement... adapté. Alors ça, je le vois en poussette, mais ça revient aussi un peu au même. Mais en poussette, des fois, je me dis, mais une personne qui est en fauteuil roulant, comment elle fait pour monter ça, pour descendre ce trottoir, ça, c'est terrible quand même. Enfin, je trouve ça aberrant que des lieux publics où tu vois, ça soit pas adapté encore. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui doivent pas être évidentes aussi.
à gérer. Ouais, de prévoir. D'ailleurs, mais pour conduire, tu peux conduire avec tes jambes? Alors oui, j'ai eu l'atteinte jambe gauche Ouais. 2017-2019 pour mes Ok. 2 premières opérations. Donc c'était vraiment le côté gauche de ma motricité qui était atteint. Donc j'ai toujours des déficits sur le moyen fessier, le quadri, le releveur. Mais au fur et à mesure, j'ai récupéré quand même beaucoup. Donc Oui. on arrive à compenser. Et en fait, mon corps s'est réajusté. Ah ouais. C'est-à-dire que mes autres muscles ont compensé. Et c'est équilibré, on va dire, à sa Ouais, façon. le cerveau a mis en place un autre mécanisme, c'est-à-dire que le lien, il passe pas par là, ben, je vais par un autre câble, en fait. Wow. Donc le corps, il est assez fou pour faire Oui, tout c'est ça. bien fait, mine de rien. Bon. Et du coup, en 2000, donc j'ai une voiture automatique, donc Voilà. j'ai pas besoin de ma jambe gauche. Ok. 2023, j'ai dit que je m'étais fait opérer. Oui. Et cette fois-ci, c'est mon côté droit qui a été atteint. Alors attends, tu t'es refaite opérer parce que tu ressentais? Parce que ça a à nouveau tout lâché. En fait, dans ma colonne, t'as plusieurs disques qui tiennent ta colonne. Et moi, ça fait effet domino. Avec la maladie que j'ai, ça dégrade en fait. J'ai un corps d'une personne de 80-90 ans qui a déjà vécu une bonne vie à 80 ans, tu vois, mais sauf que moi j'en ai 38. Ouais, mais quand même. Comment? Ouais, voilà. Quoi. Mais donc du coup, ça fait effet domino comme ça. Et donc là, j'ai eu nouveau tout le protocole Allez, c'est reparti, quoi. qui est reparti en janvier 2023. Une crise, j'étais en déplacement pro à Lille. Il fallait que je rentre à Paris. En gros, c'était dans la situation dans laquelle j'étais, la douleur était tellement forte, j'ai fait un œdème corporel complet. Oh, wow. Et j'ai pris des photos 10 kilos de plus en 1 heure. C'est pas vrai. Tout mon corps était gonflé. Ton corps a une réaction, en fait, à ça. Inflammatoire. D'écrasement de l'influx nerveux, en fait. Ça a comprimé les nerfs au niveau dorsal. Et du coup, toutes les connexions étaient comme si tu marchais sur un câble, en fait, où tu vois, où t'as pas de réseau, ça fait ça fait le même principe, sauf que c'est sur ton corps. Donc, du coup, ça a créé cette inflammation. Et je me suis rapatriée toute seule. Donc, j'avais après, j'étais avec des personnes de mes équipes. Et du coup, une nana qui venait sur Paris pour ensuite prendre le train pour descendre dans le sud, une très bonne amie, qui a fait en sorte de m'aider. Donc, elles étaient plusieurs à me mettre dans le train. Moi, j'ai serré les dents, tout ce que tu veux, pour pouvoir réussir à monter dans le train. C'est dans un état pitoyable. Il y avait des médecins sur place à la convention où j'étais. Ils m'ont fait une ordonnance pour que je puisse avoir des cachets. Assez fort. Pour supporter. J'étais au max de tous les dosages que je pouvais prendre. Et j'étais encore dans un état pitoyable. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec mon chirurgien le lendemain. Mais en fait, de Paris à chez moi, personne n'a voulu me ramener. En taxi, en 2023. Parce que maintenant, quand tu prends un taxi ici pour sortir de Paris, c'est une misère. Pareil pour rentrer. En fait, c'est soit t'es intramuros, soit t'es en banlieue. Mais il y a des périodes où c'était vraiment très compliqué. Donc, j'ai dormi à l'hôtel. T'as dormi à l'hôtel? À côté de la clinique. Personne pouvait venir te chercher? Non, j'avais personne là. Pour le coup, ton chéri était pas là? Non, il était en déplacement. Donc, grosse galère. Oh purée. Et ma famille n'est pas ici, ma belle famille n'était pas là. Enfin, vraiment, j'avais personne. T'es toute seule, quoi. Ouais. Tu t'es pris un hôtel à côté de la gare? À côté de la gare. Et du coup, j'ai réussi à avoir un Uber qui m'a emmenée jusqu'à mon chirurgien. Et après, de mon chirurgien, pareil, j'arrive chez le chirurgien. On fait l'examen, et donc là, alerte rouge, on va faire tous les examens pour voir si je passe au bloc tout de suite, ou si on a le temps de prolonger. Un tout petit peu, mais bon, j'imagine que c'était Non, on a prolongé. Ah ouais? Ouais, on a réussi. En fait, on a fait d'abord des infiltrations. Avant, parce que l'opération, elle est quand même à chaque fois très lourde, des infiltrations. Mais en fait, quand j'ai fini mon rendez-vous, le lendemain, j'avais mon infiltration. Et pareil, encore une fois, qu'est-ce que je pouvais faire je n'ai pas pu rentrer chez moi. Il n'y avait aucune ambulance. Je parle pas de taxi, je parle des ambulances. Aucune ambulance ne m'a ramenée chez moi. Mais pourquoi? Parce que c'était un lundi 17h.
Ah, bon, Voilà. 17h, bon, quand même. Donc j'ai dormi Non, une mais fois à c'est pas l'hôtel. possible. J'ai dormi une fois à l'hôtel et je suis allée faire mon infiltration. Et même quand c'est comme ça, qu'à 17h, plus personne ne travaille dans les ambulances, il n'y a pas une autre solution, une alternative pour les gens comme toi qui sortent de l'hôpital à cette heure-ci? On a fait, avec les secrétaires, on a appelé 50. Elles en pouvaient plus. Elles étaient dépitées comme moi. Non, mais c'est une catastrophe. Ouais. Donc, du coup, en fait, au lieu de m'acharner à essayer de trouver quelqu'un Ouais, qui de voulait perdre pas de te prendre, l'énergie là-dessus. j'ai pris un hôtel à côté. Il y avait la clinique. Donc là où il y avait la clinique, à côté il y a le chirurgien qui exerce juste à côté de la clinique. Et il y avait les infiltrations qui étaient à 200 mètres. Donc j'ai dormi dans ce triangulaire-là. Ah, bah, super. Mais qui c'est qui gérait tes enfants du coup à ce moment-là? Ils étaient où? Non, parce que ton chéri était en déplacement et ils étaient peut-être en vacances. Bon, en tout cas, ils étaient pas à la maison. Je sais pas. Non, ils étaient pas tout seuls. Je sais plus où ils étaient. Non, parce que je me disais, mais mince, mais les enfants. Mais oui, et les enfants, ils étaient où? Non, ils étaient pas là. Ils devaient être en vacances, les grands-parents. Je sais pas où ils étaient. Sur un janvier, en plus, fin janvier. Vraiment. Non, Mais bon, en tout cas, t'avais pas ça à gérer en plus, parce que là, ça aurait été une catastrophe. Ouais. Comment t'aurais fait? Enfin, bon, ça tombait plutôt bien qu'il ne soit pas là. Voilà, c'est ça. Et donc, t'es reparti le lendemain, Donc, je fais l'infiltration. Pour le coup, après l'infiltration, on m'a ramenée. Là, comme il y avait un jour entre les deux, j'ai pu trouver une ambulance. D'accord. Parce qu'en fait, t'es allongée, hein, donc il faut pas. C'est ça aussi. C'est pas il faut que tu puisses être allongée. Donc, la problématique des taxis et tout n'était pas là à ce moment-là. Je pouvais être assise, même si je hurlais, mais je pouvais rentrer dans un taxi comme ça. Mais par contre, après l'infiltration, fallait que je sois allongée. Donc là, j'ai trouvé une ambulance qui m'a ramenée. Ah oui, pas le choix. Et c'était en journée, donc il y avait pas trop. En fait, si tu veux, le 17h, c'est même pas forcément qu'ils aient terminé leur boulot. Il y a de ça aussi, mais c'est aussi la circulation. Ah oui. Si tu mets 2 heures alors que tu en mets 30 minutes, normalement. Bien sûr. Merci Paris. Ouais, et du coup, c'était un peu plus galère là-dessus. Et après ça, j'ai fait mes séries de protocoles et j'ai été opérée au mois de mai. Quand même. Donc février, mars, avril, j'ai eu 3 mois. Et durant ces 3 mois-là, tu souffrais J'étais j'ai pris de la corticoïde, de la cortisone, j'ai pris 10 kilos parce que ça fait gonfler tout ça. C'est l'histoire de ma vie avec les médicaments, de toute façon. Je prends 10, je perds 10, je prends 10, je perds 10. C'est ça, et en plus, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, ça aussi, psychologiquement, ça a dû te super dur. Travailler, quoi. Ça a dû être terrible de devoir arrêter le sport. Là, il n'y a plus aucun sport que tu peux pratiquer, si? Il y a quelque chose que tu peux... J'ai repris il y a quelques semaines. C'est vrai? Le para-badminton. Donc j'étais ancienne championne de France de badminton avant. Ok. Et donc là, j'ai repris le para-bad et je vais faire les championnats de France début du mois de novembre. Waouh, c'est incroyable. Donc j'ai repris. Waouh, félicitations. Merci. C'est trop bien. Ça s'est remis dans ma tête grâce au centre de rééducation, à un ergothérapeute, Thomas, qui, pendant ma rééducation de janvier-février, où je suis retournée 2 mois encore, après l'opération, mais pour une réathlétisation. Donc justement pour retrouver un niveau de forme tolérable pour aider dans la vie de tous les jours, en fait. D'accord. Et pour remuscler encore. Et du coup, pendant la rééducation, un matin, j'arrive à son cours, où normalement on était dans sa salle, et il me dit « On va au gymnase aujourd'hui ». Je dis « Comment ça, on va au gymnase ? On m'a toujours interdit d'aller au gymnase. Là, tu m'emmènes au gymnase ». Il me fait « Allez, on y va ». Et là, il me donne une raquette de badminton en main, et il me fait « On va jouer au badminton, tu connais ?» Je fais « Tu te fous de moi ?» Il me dit « Non, mais tu t'en as déjà un peu fait ?» Je fais « Non, mais sérieusement, tu t'as pas regardé mon dossier ? T'as fouillé, toi. C'est pas possible. » Et non, mais il le savait vraiment pas. Mais c'est incroyable. Et donc, on fait quelques volants, et il me dit « Ah oui, j'aurais peut-être pas dû te proposer ça, t'es trop forte. » Tu vas mettre la misère. Et en fait, il m'a replanté la graine d'y retourner. Revenu, quoi. Et depuis février, je travaillais là-dessus. Et donc là, je suis nouveau en club. Voilà. C'est fou, quand même. Si ce jour-là, il t'avait pas dit on va au gymnase et qu'il t'avait pas mis cette raquette, ça ne serait pas passé comme ça. C'est incroyable. Moi, c'est comme quoi, rien n'arrive par hasard, je pense. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est ça. C'est fou, mais ça a dû faire tellement du bien. Rien que de te dire, bon, allez, j'ai ce moyen-là d'évacuer aussi tout ça, là, toutes ces choses du quotidien, toutes ces douleurs aussi. Je pense que même si j'imagine que tu as des douleurs constantes, au moins,
T'as ce truc-là pour t'évader un petit peu. Ouais. C'est formidable. C'est comme quand tu vas préparer un marathon. Tu sais que tu vas souffrir, mais en fait, t'as ce côté, je l'ai fait, quoi. Ouais. Donc, on me dit dans mon entourage, t'es complètement barré, en fait. Pourquoi tu t'infliges ça? Bien Mais sûr. comment tu vas faire? Parce que, alors, je sais pas comment je vais faire, parce que je vais avoir des périodes où ça va pas aller. L'hiver, en général, ça va pas. Ouais. Avec L'humidité, le froid. Où c'est là où j'ai les plus grosses crises et souvent là où je me retrouve nouveau en fauteuil. Donc, je vais voir si justement ça m'aide pas à passer un cap pour réussir à être moins en fauteuil. En hiver, il y a beaucoup de jours plus en hiver. où faire 100 mètres, c'est super dur. Donc chez moi, je peux être sans fauteuil. D'ailleurs, c'est pas du tout adapté pour. Bah oui, J'ai une maison des années 30 et des escaliers partout. Les portes, elles passeraient pas. Donc là, j'ai ma canne quand vraiment ça va pas. Après, sinon, le canapé et le lit et voilà, enfin... ou le tapis. C'est ça. Partout. Mais après, non, c'est le côté je sors de chez moi, où je vais récupérer les enfants. D'ailleurs, on a changé les enfants d'école, là. Ah. Parce qu'avant l'école où j'étais, il fallait traverser un parc et faire le tour de l'école pour les déposer. Et je me suis retrouvée plein de fois bloquée sur ce chemin. À pas réussir à retourner jusqu'à ma voiture parce que c'était trop dur et que mes jambes, elles voulaient plus. Et donc c'était pas loin. Enfin c'était. Ouais, j'ai demandé un rapprochement d'école. Ouais. Pour là, je fais un drive le matin. Ouais. Je suis dans ma voiture, je n'ai pas besoin de sortir. Donc je les dépose, ils ouvrent la porte, au revoir, et puis ils y vont. Génial. Ils sont plus grands aussi, c'est plus facile. Oui, ils ont grandi là. Ouais. Du ils sont tous les deux en primaire maintenant. Donc, ouais, ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Ouais, mais c'est plus facile aussi maintenant. Ils savent faire plein de choses à la maison aussi, t'aider sur les tâches ménagères, sur tout ça en fait, ce qu'on pense pas forcément, mais. Ils font partie à part entière de la famille, donc ils s'occupent de toutes les deux tâches finalement. C'est eux qui vont ranger leurs vêtements dans leur armoire. Alors c'est nous qui les faisons les lessives et qui plions, mais c'est eux qui vont mettre la table, c'est eux qui vont mettre le lave-vaisselle. Je ne vide jamais le lave-vaisselle. Mais non, ils s'occupent de tout. Même mon grand, il veut faire à manger. Des fois, c'est lui qui me dit maman, va te reposer. Voilà. Ça c'est quand même. C'est génial. C'est beau quoi. Ouais. Ouais, ben. Lui, il a grandi pour le coup. Il avait 2 ans et demi la première fois que tu t'es fait opérer. Je pense qu'un enfant, c'est très conscient de ce qui se passe autour. Et je pense qu'il a vite capté que tu allais avoir besoin de soutien émotionnel et aussi physique, tu vois, des tâches à faire. Et puis bon, ta fille, c'est pareil. Hein, elle était là. Elle, pour le coup. Elle a baigné dedans. Elle ne comprend pas ce que c'est l'autre chose, quoi. Ouais. Mais ouais. Et d'ailleurs, mon fils aussi, déjà, quand je l'ai déposé et que je te disais, je me faisais insulter sur les places handicapées. Il a répondu. Il répondait, ouais. Ah, mais ça, je pense qu'il va... Il était énervé une fois, il s'est énervé contre le monsieur. Ah, ça m'étonne pas. Ma maman, elle est handicapée. Il était là, mais non, si. Et c'est pas bien de parler comme ça aux gens qui sont handicapés, en plus, monsieur. C'est vrai. Attends, il a quel âge, là, du coup? Il a 9 ans. Ah ouais, déjà, il a du répondant. C'est bien. Il faut, hein. Il est timide, mais il a du répondant et il est très protecteur. T'en es où aujourd'hui? T'es beaucoup en déplacement, quand même. Et ça te rajoute de la fatigue, ça te rajoute... Alors oui et non, parce que c'est des déplacements que je choisis. C'est-à-dire que je pourrais... tu vois, par exemple, 2023, mon business a continué de tourner, je ne me suis pas déplacée une seule fois. Avant mon opération, je suis allée à Marbella, mais c'était plus pour des... Enfin, c'était pas que boulot, quoi. Je pourrais ne pas avoir à me déplacer, mais par contre, j'aime me déplacer. C'est ça, voilà, aller à la rencontre. J'ai toujours voyagé. Donc, j'ai toujours été... quand j'étais en équipe de France, on partait partout en Europe. Avec mes parents, on partait partout tout le temps aussi. Et en fait, c'est vital pour moi de bouger, de voyager, de découvrir d'autres cultures. Et je suis partie, là, cette année, on a déscolarisé les enfants, on est parti 2 mois en Asie. Et on devait partir 3 mois. Et en fait, si tu veux, j'avais comme projet, donc avant, de faire le tour du monde. Les enfants? Avec les enfants, on avait mis ça en 2024. Sauf que ça, c'était un projet que j'avais mûri en 2020-2021. Et que j'ai eu problématique sur problématique et hospitalisation et suivi et en fait et la fatigue qui s'installe et après des suivis réguliers à l'hôpital, hospitalisée en hospitalisation de jour assez fréquemment. Oui, tu peux pas partir 1 mois non-stop par exemple. Voilà. Maintenant je peux m'organiser parce qu'on a mis en place les protocoles pour. Mais quand j'avais parlé au corps médical de partir en tour du monde, ils m'ont pas dit c'est pas faisable, ils m'ont dit il va falloir s'organiser, quel pays vous allez pour pouvoir se mettre en contact avec les hôpitaux pour faire les prises en charge là-bas, etc. C'est pas évident ça. On va faire autrement. Voilà, on va faire autrement.
Et donc là, on est parti. Donc j'ai fait un break Dans ce projet-là. Le tour du monde, je l'oublie. En tout cas, là, maintenant. Oui. Peut-être plus tard, hein, ça pourra Bien sûr. encore. Mais en tout cas, de faire des épisodes comme ça, bouger à gauche à droite. Donc ouais, l'Asie, 2 mois. Et on devait partir 3 mois. On devait partir en mai. Sauf qu'en avril, j'ai fait un incident cérébral. J'ai eu une lésion, donc saignement. Et j'ai fait une cytolyse. C'est... Oui, j'allais te demander quoi. C'est une hépatite médicamenteuse. C'est-à-dire que j'ai un traitement médical, en fait, de fond, et un traitement médical d'appoint. Et mon corps, mon foie ne supporte plus. Depuis 2017, je pense qu'il en a trop mangé. C'est le même traitement depuis 2017. Et là, mon foie n'a plus supporté, donc je suis montée dans un taux de cytolyse qui fait que tu es un peu au risque de cirrhose médicamenteuse. Ah ouais. Donc cirrhose, tu bascules dans la greffe de foie. Ouais, voilà, c'est ça. Tu as 2 ans d'espérance de vie. Enfin, tu as 2 ans, oui, parce que ton foie, quand il est plus là, après, il faut... Tu as 2 ans, tu es sur liste d'attente, enfin, tu as 2 ans d'espérance de vie. Pour te faire greffer, sinon... Te faire greffer. Et donc, j'ai été hospitalisée en avril... 2024. Ouais. Et ça a été un choc. Mais là, m'attendais pas à ça. Non, là, moi non plus, je ne pas ce que pourquoi tu me dis. Ça a été en même temps la douche froide, en même temps, encore une fois, quand toutes les personnes autour de nous disaient du coup, vous allez annuler votre voyage. Moi, ma réponse, c'était mais pourquoi je l'annulerais ? Encore moins. Non, enfin, j'ai encore plus envie de profiter de la vie. Je sais pas où. Enfin, en fait, ça te recentre. C'est constamment. Ouais. Tu te dis mais profite de la vie chaque jour, n'attends pas qu'il y ait des opportunités, va les chercher, va les créer. Et donc, ça a été un combat de pouvoir partir parce que déjà, il fallait que moi, je sois sûre de mon état. Et le saignement, il n'a pas été grave, donc c'est pas allé jusqu'à l'AVC. Ok. Ça aurait pu, du coup. Ça aurait pu. Et en fait, ce que j'ai eu, c'est prémices, donc ça peut déclencher. Je suis sujette à un AVC. Donc maintenant, j'ai un suivi spécifique là-dessus. Ouais. Et donc, on suit là-dessus. Et en fait, j'ai pas réussi. Enfin, à l'hôpital, il fallait faire un suivi, mais en fait, ils sont blindés. Donc, ils te mettent 3 semaines d'attente, 3 mois, 4 mois, sur le suivi de longue date que tu dois mettre en place. Ah oui. Donc, tu dois être suivi normalement, dans ce cas-là, dans ton cas, tous les mois, tous les... Là, pour cette partie-là de l'atteinte cérébrale, c'était 1 semaine après, 1 mois après, 3 mois après, 6 mois après, 1 an après. Ok. En fonction de, à chaque fois, en fonction de, tu dois recaler. Bien sûr, oui. Et là, le 1 semaine après, je l'ai eu, mais le 1 mois après, il était proposé en juillet. Donc, j'ai un problème. En fait, déjà, je pars en Asie, donc je vais pas pouvoir. Et à côté de ça, je veux pas rester dans cette incertitude. Non, mais en fait, c'est leur réponse, et c'est là où on se dit que ça va vraiment mal, c'est s'il se passe ça, ça et ça, en gros, si vous vomissez, si vous avez une perte de conscience, et si vous pouvez plus parler correctement, donc un signe d'AVC, vous serez hospitalisé, vous venez aux urgences, et on vous fera... Vous venez aux urgences ? Ouais, vous venez aux urgences. Pas t'appelles le SAMU. Vous t'appelles le SAMU, mais voilà. Quand tu vas mieux. Et on vous fera l'examen. J'ai retourné tous les centres où je pouvais avoir cet examen. J'ai appelé. Donc, j'étais encore à l'hôpital. Hein. J'appelais. Oh là là. Et j'ai trouvé un centre qui a trouvé un rendez-vous pour moi dans les temps. Et j'ai pu faire cet examen. Et du coup, qui a révélé que c'était similaire au premier. Donc, du coup, que c'était stable. Ouais. Et comme c'était stable, ils ont envoyé le dossier au neurochirurgien, un neurologue de là où je suis suivie à Mondor, à Créteil. Ok. Et j'ai eu les médecins au téléphone qui m'ont dit OK, alors on vous donnera pas un mot vous autorisant à prendre l'avion et à partir, en plus avec la pression artérielle en avion, mais vous pouvez partir. On peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est stable, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Prenez une assurance santé pour rapatriement en cas de besoin. Et puis de toute façon, j'ai donné les pays où on allait, c'était Vietnam, Indonésie et Cambodge. Et ils m'ont dit, au Vietnam, ils m'ont donné le nom des hôpitaux, ils m'ont dit, ils sont super calés, Ho Chi Minh, voilà. Donc, en fait, finalement, moi, ma réflexion, c'était que je sois ici ou là-bas, est-ce que ça change quelque chose sur ce que j'ai ? Non. Est-ce que c'est plus stressant pour la prise en charge ? Oui. Est-ce que je vais faire ce choix de partir
Et prendre peut-être plus de risques Et aussi. prendre peut-être plus de risques, ouais, mais de pouvoir me dire, en fait, je suis pas, tu vois. Dans la balance. Donc, ouais, la balance était pas évidente, surtout quand t'as tout le monde autour de toi qui te dit non. Ton chéri, il en pensait quoi de ça? Alors lui, il m'a dit, tu sais, mon cœur, c'est quand même plus raisonnable. C'est moi vraiment qui voulais faire ce voyage-là. Mais il m'a dit, mais bon, de toute façon, je te connais, c'est toi qui auras le dernier mot. Ok, lui, il laisse faire. Il peut pas, il a pas le niveau contre moi. Non, il a eu peur quand même. Bah, j'imagine que, ouais, ça doit le faire flipper, quoi. Ouais. Donc moi, j'essayais de montrer que j'avais pas peur, alors que j'étais morte trop. Bah, bien sûr. Mais c'est la première fois, je pense, qu'il va l'entendre quand il va écouter le podcast, parce que je me disais pas, je pouvais pas. Parce que aussi, tu veux te rassurer toi-même. Ouais. Voilà. Si je me laissais embarquer moi dans ma peur, je pouvais pas avancer. T'avances pas, sinon tu fais rien, en fait. Tu restes chez toi et hop. Allez, j'essaye de prendre le moins de risques possible, mais je vis pas, quoi. Non. Du coup, ça a décalé d'un mois. J'ai quand même attendu d'avoir tous les résultats. Et puis, comme j'étais en cytolyse, il fallait que mon taux redescende à la norme. D'accord. Et que là, pour le coup, j'avais un suivi toutes les semaines. Donc, j'étais obligée, donc, j'avais pas le choix, j'étais bloquée là-dessus. Mais à partir du moment où les taux étaient bons... Et en fait, quand je suis partie, le deal aussi, c'était... on avait du coup, on savait pas exactement comment on allait... On n'a rien organisé pour notre voyage. Mais on avait notre billet retour quand même. On savait quand est-ce. Du coup, on a pris notre billet aller, notre billet retour, rien entre les deux, les 3 pays. Mais notre billet retour, on rentrait le vendredi, le lundi, j'étais hospitalisée. Donc je savais que dès le retour, je repartais en hospitalisation. Oui, donc encore plus, il fallait profiter de ce voyage à fond, quoi. Ouais. Et rien d'organisé avec 2 enfants, franchement, chapeau. Non, mais c'est génial. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend. On lâche prise aussi, tu vois, et tout s'est bien passé. Ouais. C'était génial. On s'est retrouvés dans des moments un peu... le jour même, bon, ben on dort où ce soir? Mais c'est on super. sait pas. Les enfants, ils ont dû adorer ce truc-là. Ils étaient en roue libre totale. Ils étaient bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Ils se rendaient pas compte de tout ce qu'on avait comme truc à gérer, nous. Bah non, forcément. C'est vraiment génial. C'était dur physiquement parce que mon compagnon, il fait encore un peu des fois l'autruche. Et lui, il s'est dit, bah tiens, on part en voyage sans la maladie, quoi. Donc, on a commencé par un mois de Vietnam, et il y a tellement de choses à visiter, et il poussait beaucoup. Et à la fin du Vietnam, je me suis retrouvée dans un très mauvais état. Et du coup, j'ai eu des saignements parce que j'ai des calculs rénaux aussi. Et donc là, je me suis dit, en fait, là, si le reste du voyage, tu veux qu'on continue et que je sois pas à l'hôpital, là, va falloir lever le pied, quoi. Et donc, quand il a vu vraiment, encore une fois, visuellement, que c'était chaud, et pas que verbalement, là, parce que bon, on a levé le pied. Plaindre de douleurs, de machin, mais pareil, on peut pas se rendre compte, tu vois, de ce que tu ressens. Mais là, de le voir, vraiment que ton corps qui réagit, c'est autre chose. Hein. Il a pris conscience que là, il fallait peut-être... Bon, allez, on va aller mollo. On va laisser un peu maman se reposer. Voilà, c'est ça. Ah ouais, et ça a été quand même la suite après ça, ça va. Ouais. Parce que quand tu visites en plus un pays, des pays comme ça, aussi grands, tu marches toute la journée, quoi. Ouais. Ça m'a réathlétisée, tu vois. Ouais. En fait, toute la rééducation, j'ai pu la faire là-bas. C'est ça, au final. Au quotidien et dans un cadre toujours plus sympa. C'est ça. T'es dans la nature, il fait beau, il fait chaud. C'est vrai. T'as les cocotiers. Ah, c'était une belle rééduque. Bon, t'as bien bossé la rééducation, là. C'est clair. Je suis au taquet. Et donc, t'es revenue et retour un peu à la réalité. Ouais. Après, c'était un bon retour parce que typiquement, j'avais une opération qui était prévue au niveau de la vessie. Ok. Et en fait, j'ai vu mon neurologue qui me dit, écoutez... on va peut-être attendre décembre pour voir encore. On va repousser parce que là, ça va mieux. Mais alors même lui, il s'est dit, mais vous avez fait quoi? Je suis partie en Asie 2 mois. Il me fait, c'est peut-être quelque chose que je vais penser à réfléchir à faire aussi. J'ai dit, faut vivre. Ouais. Et je pense que le pouvoir du mental fait beaucoup de choses. Bien sûr. T'as déconnecté. Ouais. Même si, bon, j'imagine que c'est pas évident. Hein. Forcément, quelque part, tu devais y penser, hein, mais beaucoup moins qu'ici. Ouais. Et voilà, de s'évader, de découvrir, de profiter en famille,
voilà, c'est sûr et certain que ça a des effets positifs. Ouais. Et d'avoir la chaleur. La chaleur m'aide beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ouais. Faut déménager dans un pays chaud, hein. Mais je fais que ça, moi, de demander à déménager. Mais moi, le boulot, je peux, lui, non. Et Ouais. donc bon, j'essaie de trouver un compromis. Un compromis, mais pour l'instant, ça va arriver. j'ai pas encore réussi. Mais c'est toujours moi qui ai le dernier mot. Donc, oui, voilà. Donc, je vais y arriver. Je m'inquiète pas. On va y arriver. Ça va le faire. Et alors, après ça, alors, qu'est-ce qui... Les prochains? Ouais, là, non. Il s'est rien passé d'autre au niveau neurologique. T'es quand même suivi, du coup. Oui. Là, tous les, du coup, 3, 6 mois, 9 mois. Et tout va bien. C'est stable. C'est stable pour l'instant. Okay. Ça reste comme ça. J'arrive aussi à acclimater mon quotidien. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de faire des pauses, quand j'ai besoin de m'allonger, quand j'ai besoin de couper... Tu t'écoutes? Ouais, je m'écoute. T'as appris ça, à t'écouter? Ouais. Ça, tu le faisais pas avant? Non. C'est important. Ouais. Quand le corps, il n'a pas dit non pour rien, en fait. Il n'est pas allé aussi loin en criant SOS. Tu m'as poussé parce que, justement, il y a eu tout ce qu'il y a eu avant qui a fait que je ne m'écoutais pas. Et qu'on ne m'écoutait pas aussi. Oui, bien sûr. Ouais, non, il faut savoir le faire, je pense. Donc c'est primordial, déjà. Comme il y a eu une période d'acceptation, de deuil et de travail qui a été fait, un vrai travail. Vraiment un long et vrai travail. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, comme je dis, 6 ans. Oui, et il y a encore du boulot, en fait. Mais on aura toujours, je pense, avec l'avancée aussi. Mais du coup, j'arrive à... Et puis, en fait, j'ai créé aussi l'environnement qui me permet de pouvoir faire ça. C'est ça. Genre, j'étais enseignante, je suis plus enseignante. Avant, j'étais responsable de formation, je travaillais chez Decathlon. Je suis plus non plus. Enfin, en fait, c'est l'environnement qui est autour. Et je retrouve beaucoup ça parce que du coup, je commençais à faire quelques conférences sur le handicap, le handicap invisible, mettre en avant ça, l'entrepreneuriat aussi, cumuler tout ça. Tu sais, le rapport sportif de haut niveau, le handicap, l'entreprise, ces 3 choses-là. En fait, ils ont les mêmes piliers. Et donc, du coup, tu mets en transversal tout ça. Et donc, j'ai créé mon environnement qui me permet d'être bien. Je subis plus. Ouais. Je suis plus... Et quand bien même, il y a des moments où je vais subir, en fait, je vais chercher une solution, je vais toujours trouver une solution. Pour moi, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui peut te freiner. Non, il n'y a rien qui peut me freiner. Alors, me freiner, si, mais m'arrêter, non. Tu freines pour justement trouver... un peu. Tu cherches les solutions, tu regardes un peu ce qu'il y a autour de toi, tu t'entoures aussi des personnes qui t'aident à réfléchir. Et en fait, après, c'est bon, tu remets la 2e, la 3e, la 4e et pouf, t'es sur ton circuit pleine balle. À fond. Il faut. Non, c'est super, je trouve que t'as une résilience incroyable et que, au niveau du mental, déjà, quand je t'écoute depuis tout à l'heure, je me dis waouh. La plupart des gens, quand on leur apprend qu'ils ont une maladie ou quelque chose, tu vois, comme toi, tu subis toi, t'en as, on ne sait combien. Du coup, est-ce que tu sais combien t'en as au final? Parce qu'il y en a, la liste est longue. La liste est longue. C'est pluridisciplinaire. Je me dis, c'est difficile de sortir la tête de l'eau et d'aller de l'avant, tu vois. En plus, avec 2 enfants, t'as vécu quand même une grossesse aussi là-dedans. C'est ton parcours, je le trouve très, très inspirant et je suis très heureuse et honorée d'avoir pu avoir ton témoignage parce que je suis sûre qu'il y a des gens à qui ça va faire du bien, tu vois, de t'écouter et d'entendre, tu vois, ton message. Je suis convaincue de ça. Et ça, c'est exactement ce que je veux véhiculer aussi, tu vois. C'est cet espoir-là que tu renvoies, vraiment, c'est... c'est très gentil. Ouais. Non, mais c'est vrai. Franchement, Tony a bien fait son job. Hein. C'est bon. Tu peux lui dire, c'est validé. Mais ça revient quand même un peu dans ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à ta grossesse et par rapport au projet que vous avez, de te dire waouh, mais vous êtes courageux. Mais en fait, c'est ce que tu y as répondu, ton pourquoi, il est fort. Et je pense que quand on a un pourquoi fort, quand on sait où on veut aller, quand on se projette, non pas sur l'instant T, mais sur du long terme, quand on sait ce qu'on est en train de construire, finalement, c'est même pas du courage, parce que ça nous paraît tellement évident.
on n'a pas ce... Enfin oui, on va se mettre un petit coup de pied aux fesses quand même, parce que ça va pas être facile. Mais en fait, tu te questionnes pas et t'y vas, tu fonces, parce que c'est vital et c'est dans tes tripes, quoi. C'est en nous, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc le projet là que vous faites avec Indian Story, c'est ça aussi. C'est de mettre en lumière tous les différents parcours. Je trouve ça tellement inspirant, moi. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et ça me fait penser juste, je t'ai pas demandé, mais ça c'est quand même, j'adore poser cette question. Avec ton chéri, oui. Vous vous êtes rencontrés comment? Alors, on s'est rencontrés en 2008 sur les championnats de France entreprise de badminton. Tu vois, j'ai eu un doute tout à l'heure parce que comme tu m'as dit qu'au début, il était dans l'événementiel sportif, je me suis dit, ils ont dû se rencontrer par là. Au milieu du badminton. Ah ouais. Et ma meilleure amie, c'est une personne que lui, il connaît... depuis avant toi? Depuis avant moi. Ah ouais. Aussi du badminton. En fait, on a retrouvé des liens assez incroyables. Donc, ta meilleure amie qui t'a suivi déjà depuis le début, qui t'a jamais lâché. Ouais. Ok. Tu vois, non, parce que quand on s'est rencontrés, elle, je l'ai rencontrée en équipe de France. On était rivales. C'est vrai? Donc on n'était pas très... elle était deux générations au-dessus de moi. Ah. Mais moi, j'étais la nouvelle jeune qui arrivait, battante et qui fait trembler les postes des autres. Donc j'étais pas sa copine. Ça commence toujours comme ça, les amitiés très fortes. Ça. En général. Et c'est quand j'ai rencontré mon chéri que du coup on s'est refréquentés. Et en fait, on s'est plus jamais quittés à ce moment-là. En fait, je t'adore. Mais c'est ça. En fait, c'est trop génial. Je te détestais. C'est ça. C'est génial. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que tu continues dans ce mindset-là. Franchement, vraiment, c'est génial de voir la vie comme toi tu la vois et tout ce qu'on peut te souhaiter c'est que ça aille bien et que voilà tu franchisses toutes les étapes encore avec brio et que voilà tu vois toujours les choses aussi positivement, que ça aille bien, que tes enfants grandissent bien et que voilà. Merci beaucoup. Mais merci énormément pour ton témoignage en tout cas. Et puis, on reste en contact de toute façon. Hein. Moi, je veux savoir la suite, là, les championnats de France et tout ça. Là, Il y a les JO 2028 à Los Angeles. Ça, c'est génial. C'est dans le plan d'action aussi. À Los Angeles, en plus. Ouais. Un beau voyage qui se prépare. Voilà, c'est ça. Ce sera la suite. Super. Merci beaucoup et à très vite. Merci à toi.